Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la 5ème de couvre, l'émission de débat autour du manga. Aujourd'hui, nous allons parler de Slam Dunk, le film qui sort cette semaine au cinéma. Le Slam Dunk, qu'est-ce que le Slam Dunk ? Eh bien écoute, c'est plus couramment appelé dunk dans le langage courant, tout simplement. C'est une action de jeu au basketball qui consiste à marquer en projetant le ballon dans l'arceau. Ouais. Ou autrement appelé panier, à une ou à deux mains. Est-ce que tu viens de reprendre la définition qu'il y a dans Slam Dunk ? Non, dans Wikipédia. D'accord, parce qu'elle ressemble beaucoup. Elle ressemble beaucoup. Le Slam Dunk, donc, c'est une des manières les plus spectaculaires de marquer au panier. C'est le dunk. Faut monter vraiment au-dessus. Voilà, c'est l'action. Il y en a des très célèbres dans l'histoire du basket. Aujourd'hui, on espère par exemple que Victor Wembanyama on va en mettre plein dans sa carrière NBA. C'est pas sa spécialité, il est pas. Oh, oui, mais ça va, il les fait facile. Voilà, facilement. Vu sa taille, à mon avis, c'est juste que c'est moins impressionnant quand ça vient de quelqu'un d'aussi grand. Oui, il a juste à lever le bras, il a même pas besoin de sauter. Non, j'exagère. Je vous parle donc de sport depuis le début là, mais c'est absolument pas le sujet de cette émission. Non, on va vous parler donc du travail de Takehiko Inoue, auteur et créateur du manga de basket Slam Dunk, mais qui n'est pas qu'un manga de basket. C'est un manga sur la passion, c'est un manga sur l'âme, sur l'amitié et aussi sur le basket, qui donc dans les années 90 était un succès gigantissime au Japon. C'est un carton incroyable quoi, Slam Dunk. En France, ça arrive en 1999. Wow. Bah forcément, c'est resté un peu plus confidentiel, relativement confidentiel. Oui. Comment vous êtes entré en contact avec cette série ? Ça arrivait à l'époque, en 99 ou plus tard ? Ah bah moi c'était plus tard, du coup je l'ai déjà raconté dans l'émission où je faisais mon top 10 appelé le top 10 de Cagnard. Le top 10 de Cagnard. D'ailleurs merci aux auditeurs pour tous les retours, j'ai reçu vraiment énormément de messages sympathiques. Donc on va continuer à creuser du côté de ce genre d'émission. La grosse star. Si je dois être tout à fait honnête, j'ai menti en fait pendant cette émission. Quand je vous ai raconté mon anecdote avec Slam Dunk, c'était pas ma véritable prise de contact avec Slam Dunk. En fait au final elle se rapproche un peu plus de la date de sortie. Parce qu'à l'époque, comme je l'ai déjà raconté, j'accompagnais mes parents chez Mammouth pour faire les courses. Ils me laissaient au rayon manga, ils allaient faire les courses. Après, je chouinais pour avoir un manga, nanana, tout ça. Et un jour, je tombe sur Slam Dunk. Moi, je joue même pas au basket à l'époque, mais il n'y avait pas 15 000 mangas, il y en avait que 5 en présentoir. Donc, je prends Slam Dunk. C'est pas n'importe quel tome, c'est le tome 7. Je lis le tome 7, et en fait, le tome 7, c'est le tome où il se tape. Il n'y a pas de basket dedans, tu vois. Et je suis là, il est bizarre ce manga quand même. Il parle de basket, et finalement, c'est juste un furio, quoi. Et malgré ça, ce tome, je l'ai lu entièrement alors que je ne comprenais rien aux intrigues entre les personnages. Et je l'ai avalé d'une traite et je me suis dit plus tard je le relirai sûrement quoi. Et toi Julie ? Alors moi je ne suis pas du tout la bonne élève sur ce sujet, sur Slam Dunk, parce que je l'ai lu très 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 tard. Je l'ai lu pour préparer le PAM. Donc c'était vraiment il y a un an ou deux. Ah ouais, je me sens beaucoup plus à l'aise avec ma confession. Ouais. Mais j'avais lu Reel avant. Je n'ai pas fait les choses dans l'ordre, effectivement, ou Vagabond. Mais jamais il t'avait intrigué à l'époque par rapport au succès japonais ou par rapport à une raison ou une autre ? Parce que non, comme il dit, c'était des mangas où il y avait des gars qui se tapaient. Enfin, ils étaient tous grands, baraques, ils faisaient du basket. Ça m'intéressait pas. C'était vraiment à des années-lumière. Moi, je lisais du Clamp. T'es en train de me définir là, calme-toi s'il te plaît. je lisais autre chose. Et en fait, je savais qu'il y avait une très grosse hype autour. Mais même ça... je sais pas, moi, quand j'allais au Japon, en fait, mon regard était attiré par les choses qui m'intéressaient. Donc, je ne voyais pas que c'était le truc. Et en fait, c'est vrai que, il était très, comment dire, au niveau, là, on parle de sa place dans l'édition en général. Il y avait vraiment une pression sur Inoue pour remplacer ce trou qu'allait créer le départ de Toriyama, la fin de Dragon Ball, et qui n'était pas encore arrivé. Mais parce que ça a commencé en 91, effectivement. Oui, mais on le savait. Et de plus en plus d'auteurs de l'âge d'or commençaient à partir ou dire on va changer, etc. Et ils savaient qu'il fallait qu'ils mènent ce projet à bien quoi qu'il en coûte quoi. Enfin, c'était Et il l'a fait. Après tu parlais de hype au Japon, c'est même plus une hype, c'est un classique, c'est juste genre c'est la base. Même maintenant, même à l'heure actuelle, c'est ça qui est voilà, qui est assez aujourd'hui fou, il y a c'était quoi, il y a 2 semaines, je vous parlais de Capeta, un manga sur le karting. Alors dans Slam Dunk, en termes de base, de code, de sport,
c'est encore au-dessus. C'est moins académique que Capeta justement. C'est mais plus moderne, mais plus, ça arrive après. Mais voilà, ça reste la base. C'est un classique. Cette semaine, donc, on ne vous parle pas du manga Slam Dunk, on vous parle du film Slam Dunk, adapté de la fin du manga du même nom. Alors on s'échauffe, on vise le panier et hop, générique. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Vous êtes en train d'écouter la 5ème de couve, le seul podcast où on peut découper, charcuter, dépecer, aimer Slam Dunk, parce que c'est trop bien en fait. Non, c'est vrai qu'on le dit pas assez, mais Slam Dunk c'est trop bien. Oui, bah parce que moi, quand j'ai commencé à le lire, en fait, je pouvais plus m'arrêter. J'avais une espèce de. J'avais heureusement, grâce à Cagnard et à Maxime, une réserve de tomes. Donc j'avais comme. Tu sais, comme Smog, j'avais ma pile de manga et j'étais assise dessus. Et je voulais pas les lâcher. Ah oui, non, Smog c'est le dragon, j'ai oui. Je sais pas pourquoi. M'impressionnant. Oui. J'ai un peu de dignité quand même. Je préfère me représenter à un dragon richissime qu'un hobbit déchu. Bref, Slam Dunk c'est trop bien le manga, Slam Dunk le film, est-ce que c'est trop bien? La réponse est oui. Voilà, fin d'émission, ouais. On vous remercie et on vous dit bonnes vacances pour cet été. On se retrouve au mois de septembre. Non, on fait une vraie émission du coup sur le film Slam Dunk. Slam Dunk, comment est cette adaptation? Comment on l'a trouvée? Comment on l'a appréciée? Est-ce que c'est l'adaptation qu'on avait envie de voir? Peut-être que oui. En fait, on ne savait pas forcément ce qu'on avait envie de voir. On n'avait pas envie de voir une adaptation. On n'était pas sûr d'avoir envie d'avoir un film Slam Dunk au cinéma. On se posait plein de questions. On était là, non mais laisse notre manga tranquille. Même si c'est toi qui l'as fait et qui fait aussi le film, Monsieur Inoue, laisse-nous tranquille. C'est bon, ne reviens pas dessus. Et finalement, c'était bien. T'as eu raison, mon gars. Bah, c'est vrai que moi, pour le coup, dès qu'on a commencé à voir les premières images, même avant les premières images, il y avait des posts d'une page d'Inoue qui montrait des trucs en rotoscopie d'un joueur qui tentait de marquer des paniers. Et bah, moi, en fait, plus on a avancé, plus j'ai vu des éléments, plus j'ai appris que Inoue serait impliqué là-dedans. Quand j'ai capté quelle partie du manga ils allaient raconter, je me suis dit, ah, attends, ça c'est une idée, c'est quelque chose. Et du coup, en fait, très rapidement, moi qui ne m'enflamme jamais pour les animés, j'ai commencé à partir du principe de est-ce que ça serait pas mon adaptation rêvée de manga, parce que là c'est quand même l'auteur qui est aux commandes, qui raconte clairement la partie la plus intense de son manga. Je vois les visuels, je me dis ça, parce que pour moi c'était l'une des parties les plus compliquées, c'est-à-dire que Slam Dunk change de visuel au fur et à mesure de la série, et on va dire que dans le dernier match, les derniers tomes, on est vraiment au maximum de ce que Inoue peut faire. Je me suis dit, pour réussir à atteindre ce niveau en animation, c'est compliqué, et quand j'ai su que c'était un film, je me suis dit mais il aura jamais le temps de tout mettre dans un film. Mais j'ai vraiment commencé à développer cette idée d'adaptation rêvée pour moi, hein, attention. Sachant que effectivement tu fais bien de le dire, ça s'appelle The First Slam Dunk, mais ça adapte la fin du manga. Par rapport à la réédition là, qui s'est terminée chez Kana, c'est les 2-3 derniers volumes de cette édition double. Ouais, c'est ça. Voilà, si vous allez directement à la fin. Est-ce que si on n'a jamais lu Slam Dunk, on peut aimer ce film? Oui, je peux vous le dire. J'ai emmené 2 personnes. J'ai emmené 2 personnes, des cobayes voir ce film. Des gens qui ne connaissaient pas du tout, qui lisent des mangas, mais qui ne connaissaient pas du tout Slam Dunk. Et qui ont été emballés. Et bah, qui ont été super emballés, qu'on dit mais c'est trop bien. Et c'était un petit peu notre question, parce que nous on l'a vu ensemble en avant-première, mais en sortant on s'est posé la question, alors est-ce que ça va fonctionner pour des gens qui ne connaissent pas? Et toi t'avais une autre avant-première, mais une avant-première où il y avait du public. Ouais, alors il y a 2 choses à expliquer. Nous on a eu l'occasion, on a été invité par le distributeur du film à voir le film en avance. Et on l'a vu quand? On l'a vu il y a un mois, au mois de juin. On l'a vu il y a un mois, donc voilà, bien avant vous. Il a été projeté à Annecy aussi, il y a d'autres gens qui l'ont vu à ce moment-là. Il y a eu
plusieurs projections. Il y a eu une avant-première à la toute fin du mois de juin au Grand Rex à Paris, Super Cinéma. C'était blindé. Avec du public, du grand public. Est-ce que c'est comme une avant-première pour One Piece où on sait que avec ça des gens fait qui vraiment... se mettaient tout nus. Ouais, qui ça s'enflamme, tu vois, je comprends pas trop pourquoi, mais... Les gens se sont enflammés. Ce qui est très marrant, en fait, sur ce film, c'est que c'est un film qui reprend donc la fin du manga Slam Dunk, qui est donc un match en entier. Un match en entier qui n'est même pas une finale en plus, qui est juste un match super important. Mais ça a des moments où on s'est retrouvé comme dans un stade de foot ou un match de basket. Et que les gens qui encourageaient les joueurs. Trop bien. Comme si. C'est trop marrant. Comme s'ils connaissaient pas la suite. Oui. Alors qu'on connaissait, voilà. Il y avait beaucoup de lecteurs de Slam Dunk dans la salle et j'ai vu tellement de darons amener leurs enfants. Mais ça c'est trop bien, trop bien. Ils étaient là, tu verras Slam Dunk, c'est un truc de fou. Là tu vois le film, mais tu liras l'intégrale. Mais c'est ça, mais tu liras le manga quand on rentrera à la maison. Il y avait des gamins sur la fin du film. Il y en a donc globalement c'est un film sur un match, donc il y a des moments de tension et donc sur la fin du film, il y a un moment de tension assez important. Qui va gagner, qui va mettre un panier, qui va mettre un dunk, peu importe quoi. Je vous laisse imaginer sans forcément vous spoiler. Et donc t'avais un des enfants qui disait à son frère juste à côté de moi, et je l'entendais faire: non mais moi je veux pas regarder, dis-moi ce qui se passe s'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. Je regarde au dessus, il avait les mains sur les yeux et il était vraiment au taquet, c'était très intense. Ils vivaient ça comme la finale de la Coupe du Monde. C'est marrant parce que tu vois, je me souviens d'un match que j'avais vu qui était France-Espagne en finale et j'étais avec une pote qui elle ne regarde pas du tout le basket et les dernières secondes du match étaient hyper serrées et elle a eu exactement cette réaction. C'est pour ça que j'adore ce sport. Ce sport te procure vraiment cette sensation de frustration où vraiment elle m'a dit je ne peux pas. Là je ne peux pas regarder, je me retourne, tu me racontes, tu me dis ce qui va se passer mais je ne peux pas regarder, j'arrive plus à tenir quoi, tout simplement. Ah, ce France-Espagne était chouette quand même. Ouais, souvent très chouette. Bref, donc du coup il y avait cette avant-première, les gens ont hurlé. Tout à la fin, il y a énormément de jeux. En fait, durant tout le film, il y a beaucoup de jeux avec la musique, avec les paroles, enfin les dialogues, pardon, et avec les silences. Oui. Et sur toute la fin du film, il y a un très très beau jeu avec les silences. Bah là il n'y avait plus de silence. Ça change un peu ton C'était truc, trop intense, les spectateurs étaient vraiment trop à fond et donc du coup sur les silences ils en pouvaient plus. Tu sentais que là il y avait vraiment un trop plein d'énergie qui était à recracher. Mais sinon tout le long ils ont été super sages. Voilà, c'était pas une avant-première comme avec One Piece où les gens hurlaient, faisaient les malins pour se faire remarquer. Là personne n'avait envie de se faire remarquer, tout le monde était super intéressé par le film et pas par leur propre vie. Et ils voulaient savoir la suite, ce qui fait que au final les gens ont vécu le film tout court en fait. Mais c'est une preuve, en fait ça montre quelque chose, c'est que le film est super intéressant. Oui. Si tu te fais embarquer alors que au départ tu te dis peut-être ou je connais pas, mais que à la fin tu tiens tes accoudoirs et t'es là genre que t'as même oublié l'existence de ton smartphone et donc de te prendre en photo ou de te prendre en vidéo pendant que tu cries, vu que c'est quelque chose qu'ils aiment bien faire. Moi ça me dérange pas en soi, mais je comprends que c'est l'air bizarre quand tu vois des images comme ça, mais en même temps je suis obligé de me souvenir que quand j'étais petit, que je suis allé voir le film South Park ou le premier film Dragon Ball, c'était dans cette ambiance et j'avais adoré ça. J'étais vraiment en communion avec tout le monde, donc c'est pour ça que je peux jamais trop leur reprocher de s'épancher. Ce que j'aime moins, c'est l'aspect réseaux sociaux, je me mets en scène, ça oui et en fait ça intervient quand le film est un peu moins bien. Quand en fait, tu surjoues. Oui. En fait c'est ça, il y a du mou quoi. Entre One Piece Red et The First Slam Dunk, il y a un niveau de film. Bien, on est à des années, on est à des années-lumière en fait. Sans vouloir, c'est pas que le film One Piece est pas ouf. Il a des qualités, il a des défauts. On pourra en reparler très très longuement pendant une heure. Mais The First Slam Dunk, il a presque pas de défauts. Alors qu'en plus, il part sur un contre-pied total. Ah bah oui, c'est clair. C'est quand même un des trucs que je me suis dit aussi quand j'ai vu les premiers éléments de communication arriver, c'est que c'est quand même pas évident. J'ai l'impression qu'il s'adresse à moi directement parce que moi c'est mon passage préféré du manga et je pense que c'est un peu le cas de tout le monde, peut-être pas tout le monde, mais ce dernier match est vraiment très intense et du coup déjà de base je me suis dit tiens c'est original ça, tu commences par la fin du coup pour ton manga, tu ne veux pas l'introduire. Bon après au
Japon, effectivement, quand tu connais l'aura de Slam Dunk, c'est un peu normal. Mais tu te dis qu'à l'international, je sais pas s'ils prévoient de faire une VF par exemple, mais à l'international, ça peut être quand même très compliqué de commencer par la fin, quoi. Ouais. Mais moi, j'ai trouvé que c'était beau, quoi. Enfin, tout simplement beau. Parce que... Enfin, déjà, on sait que Inoue, c'est un artiste. Enfin, il y a un maître avec une lettre capitale. Enfin, il a une vision du mouvement, une vision du corps en mouvement, une vision de l'espace, comment occuper l'espace, faire déplacer des gens dans un espace, bah là, celui du terrain. Enfin, et ça, c'était étonnant parce que dès le départ, il nous fait entrer dans un monde qui est vierge. Il dit, voilà, on y va. Et on va conquérir un endroit où il n'y a rien et on va entrer dans son imagination, dans sa vision des choses et ça prend vie, c'est magnifique. Et en plus, moi j'étais d'autant plus intriguée parce que, alors déjà, j'avais raté cette magnifique projection de Senseiya avec vous. Oui, même intensité, voilà. Tout pareil. Et donc, non, mais on blague, mais j'étais effectivement très contente de la voir voilà, en groupe parce que je pense que c'est encore différent de faire une expérience de ce film, en tout cas avec des gens qu'on connaît ou bien seul. Et franchement, là, on est... Bah, en fait, c'est ça, on est face à ce film. Finalement, voilà, il n'y a pas l'effet de communion qu'on peut avoir. Il est quelque chose... Enfin, c'est transcendant. C'est le truc que tu obtiens au-dessus une fois que tout le monde a réussi à s'imprégner de ce film-là, de cette ambiance-là. De l'art, de l'ambiance, du spectacle, la fin du manga et surtout un changement de point de vue. Bah clairement ça a été on peut dire un autre contre-pied de cette histoire parce que moi dès que j'ai vu les premiers éléments de com, je me suis demandé sur qui il va centrer le récit. Évidemment tu penses à Sakuragi, au héros, mais tu dis que en même temps Inoue il a pas l'habitude de faire les choses simplement et du coup bah là il a pris le personnage très clairement dont on entend le moins parler dans le manga qui est le meneur de jeu de l'équipe de Shohoku et je me suis tout de suite dit ah tiens c'est un pari osé ça parce que des gens qui m'ont dit que c'était leur personnage préféré de Slam Dunk j'en connais pas et c'est pas que c'est un personnage qui est détesté au contraire mais c'est le personnage à qui on donne peut-être le moins de background le moins d'histoire de side story et en fait au final c'est hyper logique quand tu te dis ça d'un point de vue d'un auteur il s'est dit en fait je vais un peu rattraper ma faute c'est à dire je l'ai pas assez mis en avant dans le manga papier et ben en fait là je vais lui donner quasiment toute la lumière, alors pas toute la lumière, mais ça va être mon point d'accès à ce manga, quoi. Et c'est ce que j'ai trouvé d'intéressant dès le début. Je suis arrivé devant le film en disant tiens. Alors déjà moi je suis arrivé en retard en plus. Oui. Ah oui c'est vrai. J'ai raté les 5 premières minutes. Bah, du coup je l'ai vu 2 fois en revanche. J'ai raté les 5 premières minutes, ce qui m'avait un peu un petit peu déplu. Il faisait très chaud, j'ai dû traverser Paris à vélo. Vous imaginez même pas, j'ai dû faire Issy les Moulineaux, les Champs-Élysées en moins de 20 minutes à vélo. Non là c'était comment ça s'appelle Yowamushi Pedal. Ouais c'est ça. J'ai dû faire mais j'étais jamais allé aussi vite dans Paris à vélo. Maintenant il y a des super pistes cyclables, c'est des autoroutes, au moins c'est tranquille. Mais il faisait chaud, t'allais vite, assis sur des fauteuils en cuir. Bien sympa. Je suis arrivé trempé sur des super fauteuils en cuir, ça c'était chouette. Qui donnait pas du tout chaud. Et c'était climatisé en revanche. Bon, bref, tout ça pour dire qu'effectivement je rate le début et là je me dis tiens, mais c'est marrant, c'est ce personnage. C'est quand même assez curieux parce que j'avais pas souvenir. Je me souviens plus du tout du manga. Je les avais dans mon sac à ce moment-là. Je commence à les ressortir et tout. Ouais, je voulais vérifier. Et effectivement non c'était pas ça du tout et là il a rendu à ce personnage son tout l'amour qu'il avait pour lui et qu'il a pas réussi à exprimer dans la fin de l'œuvre mais malgré tout il a réussi à être super fidèle. Bah, c'est ça qui est vraiment marquant. C'est-à-dire que moi je suis tellement mal habitué avec les animés, avec les adaptations où on va te faire vraiment du copier-coller exactement au plan près, où vraiment je me pose la question de la pertinence d'une adaptation animée dans ce cas-là. Bah, je m'attendais fatalement à des changements qui étaient mal sentis ou des changements, et quand je dis mal sentis, c'est même pas méchant, c'est vraiment en fait t'as pas d'autre choix que de faire ces changements-là. Mais là c'est pas du tout le cas en fait. Le récit rentre par ce biais-là et moi qui suis un lecteur, un adorateur de Slam Dunk, eh ben en fait tu viens de me trouver un point de vue qui m'intrigue, un point de vue que je connaissais pas encore super bien. Donc vas-y, déroule mon pote, tu peux y aller. Et il invente un petit peu, soit, mais enfin il invente, c'est pas qu'il invente, mais c'est que globalement pendant tout ce match final, on va nous raconter l'histoire du 5 majeur de Shohoku. C'est ça. Tout simplement.
Ouais, mais parce qu'au début, tu reconnais rien. Hein. Moi, je suis arrivée, j'ai fait. Mais où on est parce que j'avais vraiment du mal à retrouver. C'est marrant, vous étiez perdu. Ah oui, complètement. Et après, une fois que le générique est passé, ça va. Tu te dis, ça y est, j'ai compris où on va. Mais j'avoue que le tout début, les toutes premières images, j'ai fait genre, c'est quoi ça ? C'est des trucs qu'on n'a jamais vus en fait, les toutes premières images. Complètement. Non mais c'est marrant parce que moi je savais exactement où j'étais quoi. J'étais vraiment dans un cocon. Et d'ailleurs tiens, tu parles du générique Julie, et le générique il m'a fait trop plaisir parce que le film il commence en fait avec du vrai dessin au crayon où tu vas voir que tous les personnages vont être dessinés au fur et à mesure plus, et puis ils vont commencer à s'animer, ils vont commencer à marcher. Et littéralement, on va dire, les personnages ils prennent vie devant nos yeux. Alors moi ça y est, là je suis déjà tu m'as déjà frappé en plein cœur. Et je peux pas m'empêcher en fait de voir vraiment Inoue qui me caresse dans le sens du poil de lecteur de manga et qui me dit t'inquiète, ça va bien se passer, je sais pourquoi t'es là en fait, je sais pourquoi t'es là et je vais te le donner, tu vois. Il commence et il termine même par du crayonné. Oui. On a vraiment les deux les deux du haut au début. Mais c'est magnifique. C'est beau. Hein. Cette idée de parce que c'est ça, je pense qu'il y avait beaucoup de gens aussi, en tout cas dans les lecteurs du manga, qui avaient un peu peur de voir où allait passer son style, son style graphique. Ouais. Déjà, son style graphique. Et là, finalement, on est effectivement très vite rassuré. Moi, j'avoue que je connais donc assez mal. Je suis encore un baby Slam Dunk. Hein. Je ne l'ai pas lu encore. Je l'ai lu que 2 fois. C'était la loose. Ouais, la loose, t'as vu. Mais pourtant, il y avait certains moments que j'attendais vraiment parce qu'ils étaient inscrits dans ma mémoire. Et il y a plein de choses en fait qu'on oublie hein, quand on lit des mangas. Il y a plein de choses qu'on oublie où certaines images vont se superposer avec d'autres moments de la série ou d'une autre série. Hein. Ça peut arriver aussi. Vous avez des très bons mix comme ça qui peuvent arriver. Mais moi, j'attendais avec impatience les histoires de leurs adversaires du moment. Donc, c'est les équipes des Sano qui sont la montagne imprenable, les super, les tenants du titre qui vont soi-disant les rétamer, enfin on s'attend au pire quoi, et on sait que derrière parce qu'en plus c'est des ados mais ils sont tous tankés comme c'est pas permis, ils font du basket quoi. Ils font du basket, ils sont il y a cette sensation d'être tout petit sur le bord du terrain et en fait moi le moment que j'attendais avec impatience c'est quand Sakuragi se mange la table mais je sais pas pourquoi mais je me suis dit ça c'est un moment, c'est turning point et je l'attendais mais bon. C'est la grande difficulté de ce manga, c'est que dans cette fin, dans ce dernier arc, il y a énormément de points pivots et du coup en fait ils pouvaient se planter 15 000 fois sur les points pivots que chacun préfère on va dire, mais on a à peu près tous les mêmes quand même, et là au final tous les personnages ils ont leur arc quand même qui est bien défini comme dans le manga, parce que qu'est-ce qui fait que ce dernier arc marche si bien, c'est que chaque personnage a vraiment son histoire, son moment, et c'est ce qui fait que tu finis par tous les aimer, même s'il y en a peut-être que tu préfères. Et j'avais très peur que en fait il n'y ait pas assez de temps tout simplement pour se faire vraiment un flashback de chacun ou autre, et là moi je l'étais régalé sur chaque partie qui démarrait où j'étais là, yes j'adore cette histoire, celle-là aussi, je les adore toutes, ok vas-y continue. Parce que je vais récapituler l'histoire pour vous qui nous écoutez et qui n'avez pas forcément vu ce film The First Slam Dunk, mais c'est un match, un point c'est tout. C'est l'histoire d'un match. On t'explique, d'ailleurs dans le film, et si vous avez même pas lu Slam Dunk, c'est pas grave, on t'explique rien, c'est juste tu es devant un match, tu as l'équipe à suivre, qui sont les personnages principaux, les adversaires, qui va gagner, un point c'est tout. Le scénario s'arrête là, le pitch de base s'arrête là. On sait même pas si c'est une coupe importante, on sait pas si c'est une finale. Alors c'en est une pour le coup, c'est pas une finale mais ils disent juste un mot, ils disent juste c'est les régionales, je sais pas quoi, mais c'est vraiment évacué rapidement. Mais c'est super vite évacué, on te dit pas tout de suite qui sont ces gens, on te dit pas que c'est un lycée qui est pas habitué face à un... On le comprend tout du long, c'est ça qui est génial. Oui, tu comprends les rapports de force très rapidement sans qu'on les dise, qu'on les explicite vraiment quoi. Et tu n'as pas besoin de connaître l'histoire du film, on n'a pas besoin de te raconter quelle est l'histoire qui est arrivée à tel moment. Tout sera dans le film.
Allez-y, asseyez-vous, tout sera dans le film, un point, c'est tout. Et ça, c'est fort. Puis moi, il m'a vraiment chopé dès le début parce que tu vois, quand on repense au titre, moi, c'est le titre qui m'a le plus inquiété, tu vois, The First Slam Dunk. Enfin, inquiété parce que ça peut vouloir dire différentes choses à différents moments du manga, tu vois. T'as vraiment le premier dunk de Sakuragi, mais qui arrive bien avant. Et là, en fait, je sais pas si vous vous souvenez de la première action, je vais pas vous l'expliquer, mais c'est exactement la même action que dans le manga, et je me souviens que ça m'avait bluffé dans le manga en voyant ça, qu'ils osaient ça, tu vois, et qu'ils osaient ça dès le premier point, parce qu'ils veulent montrer à l'équipe de Sano que aujourd'hui c'est différent. Aujourd'hui vous affrontez pas n'importe quelle équipe, et dès le début, tu vois, je me suis pris en fait une charge émotionnelle directement en me disant oh putain ça va mal se passer là, parce que si ça démarre comme ça, le cœur il va pas tenir. Ouais, le cœur il va pas tenir. J'avais pas encore les larmes aux yeux, mais ça commençait déjà genre oh putain merde, c'est vachement bien fait. Et au final, tous les passages émotionnels que j'attendais, les passages dans le manga qui me font à moitié chialer, et ben là c'était non-stop. Alors évidemment, je pouvais pas pleurer parce qu'il y avait Julie qui était à côté, je savais qu'elle allait se foutre de ma gueule, donc j'étais là ouais tranquille, ça fait plaisir. Mais franchement, d'un point de vue émotionnel, et vous savez, c'est ce que je dis souvent au niveau du manga, moi je me réfère rarement à quel est le meilleur manga de baston ou quel est le meilleur passage de baston. Je me réfère au passage qui va me faire le plus chialer, le passage le plus dramatique. Et en termes de shonen sportif, si on veut rester plus précis, Slam Dunk est sûrement le manga qui m'a procuré le plus d'émotions dramatiques et de tension. Et ça, c'est montré à la perfection dans le film, quoi. Et crois-moi, j'ai dit que c'était assez calme parce que les gens étaient concentrés sur le film à l'avant-première. Mais quand il y a eu effectivement ce fameux First Slam Dunk... Ah bah, il y a eu de l'ambiance tout de suite. Ça pète direct. Là, les gens étaient bien chauds et je me suis dit, oh mince, ça risque de partir assez vite. Et finalement, non, les gens étaient trop à fond sur le film. Tout le monde était concentré et il y avait vraiment ce mix de tous les âges possibles dans la salle. Il y avait des gens de milieux sociaux très très différents. Ça restait un prix assez élevé malgré tout cette avant-première. Mais voilà, t'avais des gens qui travaillaient dans le milieu, t'avais des gens qui étaient totalement à des années-lumière du monde du manga. Il y avait des gens qui étaient traînés par Max. Il y avait des gens qui étaient traînés là-bas. Il y avait des enfants qui étaient traînés par leurs parents. Bref, tu vois, il y avait plein de choses comme ça. Et malgré tout, ouais, c'était assez unique. Personne ne s'est levé. Et pourtant, à des moments, on s'est dit tiens, c'est marrant. On tiquait. Il y avait une petite liberté. Tiens, c'est pas dans le manga ça. Ouais, bah c'est. Bah déjà, le personnage principal, on va dire, du film n'est pas du tout le personnage principal du manga. C'est pas du tout Sakuragi. Et en même temps, c'est ce que je disais un petit peu plus tôt. Moi, si tu me fais un copier-coller du manga, va vraiment falloir que tu sois très fort niveau émotionnel, parce que si je n'apprends rien de plus, en fait, je trouve pas ça hyper intéressant. Du coup, là, j'étais quand même hyper intrigué par les ajouts scénaristiques qu'ils pouvaient faire. Donc là, typiquement, ça a été de mettre Ryoga au centre du récit. Et tout ça me ramène souvent à ce que j'appelle le complexe Star Wars. Vous savez, Star Wars, quand ils ont sorti les films Obi-Wan, Rogue One, moi j'ai toujours eu un côté de vous me racontez quelque chose que je veux pas savoir là. Je veux pas savoir comment Han Solo a eu son Faucon Millenium. C'est dans ma tête, c'est moi qui imagine. J'ai pas besoin que tu fasses un film où tu m'expliques. Et ben là, j'ai eu vraiment l'effet inverse. Genre, ah oui, raconte-moi. C'est vrai que tu m'as pas raconté grand chose sur ce mec là, donc vas-y, en fait, dis-moi, parce que ça aurait complètement eu sa place dans le manga. Je l'aurais pas trouvé ça bizarre si cette histoire était apparue dans le manga. Ouais. T'as dit Ryota, pardon, oui. c'est pas grave. On va juste, avant que tu continues, Julie, je te vois que t'as envie de rebondir sur ce que vient de dire Cagnard. On va commencer à spoiler un tout petit peu quelques éléments du film. Je tenais juste à le préciser, voilà, là on est à la moitié de l'émission, donc sachez qu'on va commencer à spoiler quelques éléments. Là on vous a mis l'eau à la bouche. Oui. Maintenant, on va parler un peu plus du film. Donc, si vous détestez le fait, pas forcément spoiler, parce qu'on peut connaître la suite sans que ça nous gâche quoi que ce soit. Et ce qu'on va vous dire ne veut pas vous gâcher le film, mais certaines personnes n'aiment pas. Donc, je préfère vous prévenir. Bien Maintenant, sûr. c'est à toi, Julie. Oui. Bah écoute, moi je voulais rebondir sur ce que tu disais parce que oui, il y a des ajouts. Enfin, moi je l'ai vu vraiment comme une occasion pour Inoue de raconter toutes les backstories qu'il n'avait pas eu le temps de mettre dans son manga. Ouais. Et vraiment, il s'est donné cette seconde chance des années après. C'est ça aussi qui est, pour moi, est intéressant, intriguant, parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est une œuvre majeure. Ça a vraiment marqué
des générations de lecteurs et des générations d'auteurs. Enfin, je pense qu'ils ont biberonné du Slam Dunk. C'était devenu le firmament à atteindre si tu voulais devenir mangaka. Enfin, je dirais, il s'est positionné en espèce de star du moment et pour ne jamais redescendre. Après, enfin, il a vraiment très vite acquis ses lettres de noblesse et sans trop, faiblir, parce qu'il a toujours montré des capacités technique incroyable. Il a vraiment développé son sens artistique, son sens de la narration qui déjà était très poussé. Enfin, quand tu relis Slam Dunk, je pense pas que ça ait vieilli ou qu'il y ait eu, à part les coupes de cheveux, le début du manga, le début, ok, le dessin est un peu standardisé, années 80-90, mais quand tu vois vers quel chemin il va graphiquement sur la fin du manga, tu sens que ça y est, il s'est affranchi de toutes les contraintes et il dessine comme il veut, quoi. Mais tu sais que c'est pour ça que Inoue, quand Kana a proposé de faire une édition double de Slam Dunk, édition simple, édition sans chichi, avec juste les 2 tomes en un. Inoue a dit ok, très bien, mais moi je vous fais une frise, une frise pour les. Mais est-ce que je veux pas que mes vieux dessins réapparaissent de trop. Je vous redonne une autre une street cred. Et à partir du moment où Inoue te refait un dessin, tu fais oui, tu vas pas dire oui, non. maître. Tu dis oui, monsieur. tu vas pas dire non, elle est moche la frise. C'est compliqué en fait. C'est limite. Non, mais c'est aussi une notion qu'il faut garder en tête. En fait, t'as pas le choix. Si l'auteur te dit oui, mais moi je veux que vous fassiez ma frise, en fait, t'as pas le choix. Tu dois la prendre. Et donc tout ça pour dire que là il a donc pris une autre décision, celle de prendre le personnage le plus oublié du 5 majeur. Ouais, grave. Ouais, et encore, attention, c'est pas un personnage qu'on voit pas du tout. Non, mais bon, il a pas de vraie backstory. Ryota Miyagi est donc au centre du film, alors que il est pas du tout au centre du manga. Et encore, en fait, c'est logique quand il pense. Enfin, moi, je connais pas trop les tenants et aboutissants, mais il a quand même un rôle qui fait qu'il est important dans l'équipe. Mais c'est le meneur, donc voilà, c'est le meneur. Et en fait, c'est un peu passé dans l'action du papier, de la version papier. J'ai l'impression qu'il se concentre beaucoup sur la dynamique du groupe, etc. Mais c'est quand même lui qui est censé donner les instructions. Et là, on se ressent vraiment plus sur son intériorité, sur les choses qu'il a pu traverser, etc. Et ça aussi, c'est finalement, t'as cette dose, cette charge émotionnelle qui passe à travers ce personnage qui est folle, quoi. Et il prend la place d'un autre... Enfin, c'est pas qu'il prend la place, mais... Rukawa, qui est la star du manga, la star des années 90. Rukawa, en fait, il joue à 4 tout le long. Rukawa, il a été sous-payé pendant le film. Je me suis dit, celui qui le double, il a pas eu beaucoup de pognon sur ce coup-là parce qu'il apparaît dans le dernier tiers du film. C'était payé à la ligne, c'est mort. C'est vraiment. Mais tu vois, je suis sûr que c'est aussi cette idée de Inoue doit le savoir que Rukawa fait partie des personnages préférés. Du coup, il l'a mis plus en retrait. Alors, la dynamique du manga fait qu'il n'y a pas vraiment de héros à proprement parler, sauf que tu suis les efforts de Sakuragi parce que en fait Sakuragi il est au niveau du lecteur, quoi. Il progresse, il apprend des trucs, le lecteur aussi apprend dans ce cas-là, mais c'est vrai que Ryota a pas tant de passages que ça, sauf dans le dernier match où effectivement il a un moment de doute et il doit se débrouiller et on lui donne pas spécialement de background pour surpasser ce truc, c'est juste parce que en fait il est balèze, il croit en son jeu et il va y aller. Là je l'ai trouvé ça marrant qu'on rejoigne ça avec une backstory familiale. Et j'ai éclaté de rire quand je me suis dit, putain, le pauvre Ryota, on lui a créé un frère, un père, et on les a butés dès le début. Et j'étais là, mais c'est cruel, vous lui avez créé un background familial pour les tuer, quoi. C'est dire, mais en même temps, il y a besoin de cette dramaturgie pour faire comprendre le cheminement du personnage. Mais moi, je trouve que ça confirme quelque chose qui sera démontré, on va dire, par la réalité, tu vois, dans la suite de la carrière d'Inoue, c'est qu'en fait, c'est un mangaka du drame. Enfin, je veux dire, il y a personne d'autre que lui pour faire reel. Enfin, tu combines l'émotion du sport, la passion qui anime ces joueurs et des gens qui ont des accidents tragiques qui les rendent handicapés ou d'autres personnes qui sont nées comme ça mais qui veulent trouver un sens à leur vie. Et il y a que lui qui a créé cette espèce d'hybride mais formidable. Je veux dire, tu t'ennuies jamais, tu es traversé par toutes les émotions, qu'elles soient positives, négatives. Enfin, moi, j'avoue que là, c'est ça que j'ai vu. C'est ce qui compte à ses yeux, c'est toutes ces émotions des personnages qu'il a créés et qu'il a envie de voir incarner, de les voir et qu'on comprenne, nous les lecteurs, à quel point ça fait vibrer ces personnages-là. Et là, dans le film, il démontre très bien à quel point
tous ces moments extrêmement difficiles par lesquels est passé Ryota lui permet de se dépasser aujourd'hui et d'aller jusqu'à la toute fin du film et la scène post-générique qu'on a, et c'est très très fort. D'ailleurs, si tu réfléchis, en fait, c'est quelque chose d'assez logique dans la dramaturgie, parce que dans le manga, quand tu arrives à ce stade-là du manga, tu connais déjà les backgrounds de tous les autres personnages. Du coup, forcément, sur un film, il va pas pouvoir refaire ça, reproduire ça. Donc, il s'est concentré sur un personnage où il a vraiment donné l'histoire, les relations familiales et tout ce qu'implique le basket. Mais en fait, tu vois, Akagi, quand c'est son moment, c'est parce que moi je connais le passé d'Akagi sur les autres tomes, que ça fonctionne avec moi, tu vois. Mais il ne pouvait pas prendre ce temps pour chacun des personnages. Et encore, tout ce qui se passe sur Akagi, ça marche. Ah mais oui, c'est court. Et c'est court et ça marche très bien. Et il a même créé une sorte de rivalité entre Mitsui et Ryota, qui est pas vraiment présente dans le manga en fait. Ils sont pas opposés. Alors sur la fin du manga, après, oui, il y a cette notion là, mais il a beaucoup joué là-dessus. Et en fait, je trouve que ça collait bien parce que bizarrement, je sais pas si ça vous fait ça parfois dans les sitcoms. Maxime, je sais que t'aimes bien les sitcoms. Tu vois qu'entre certains persos, il n'y a pas beaucoup d'interaction. Genre, je pense à dans Friends, tu vois que Chandler et Phoebe, ils ont pas 15 000 interactions, pas souvent. C'est à peu près la même chose pour Mitsui et Ryota. C'est qu'en fait, il y avait forcément un truc intéressant à faire entre ces deux persos, mais il y avait pas vraiment d'occasion de le mettre. Du coup, il a créé une petite histoire, il l'a mélangé avec une histoire qui était déjà dans le manga, le passé de voyou de Mitsui. Et là, mais ça colle parce que je voulais les voir en fait, ces interactions. Je le savais pas, mais je voulais le voir. Et tu savais pas que t'avais envie de le voir en plus. C'est ça, c'est exactement ça. Alors il y a quand même, mine de rien, quelques passages qui m'ont manqué, hein, mais là c'est vraiment pour chipoter, c'est vraiment c'est parce que j'aime tellement ce manga et que, comme je vous disais, il y avait des points pivots, et si je n'avais pas tous mes points pivots, ça pouvait pas être un 100%, mais être un 98% sur une adaptation comme Slam Dunk, je trouve déjà ça vraiment dingue. Donc voilà, il y a un perso que je trouve qui a été un petit peu mis de côté, c'est Coach Lanzai, qui pour le coup dans le manga a une place très importante. Il arrive par moment. Et là, il a son moment, mais il n'y a pas le moment où Coach Lanzai ramène Sakuragi sur le banc et lui dit observe le match, et il redevient le démon blanc pendant juste une case. Mais cette case, je l'ai toujours trouvée hyper symbolique, ça fonctionnait bien. Donc là, tu l'as, mais pas comme. Ouais, je suis pas 100% d'accord avec toi, parce que dans le sens du film, le chara design qui marche déjà dans le manga, c'est ça. Mais le chara design de Coach Lanzai est tellement impactant. Oui. Sur un banc d'un entraîneur de basket, la manière dont il se comporte, les bajous, même le fait que Sakuragi en plus s'amuse encore une fois avec ses bajous comme il le fait dans le manga, tu vois, c'est presque un point pivot pour toi, ça. Ouais, c'est ça. Et à 2-3 moments on te replace. Oui. Ah, mais c'est vrai que toi t'as été joueur national. C'est ça. C'est vrai qu'ils reviennent quand même sur sa backstory, parce que il a une backstory, Coach Lanzai, qui est assez dramatique quand même. Et bon, en même temps, même ce design de Diable Blanc, je pense que ça pouvait pas coller avec le design qui avait. Il aurait fallu changer de style d'un coup, d'un seul, juste pour montrer qu'il était sérieux. Mais bon, c'était un passage que je voulais. Et puis il y a vraiment ce truc de quand Sakuragi est blessé et qu'au final il déclare sa flamme au basket à Haruko, c'est un peu vague, on comprend pas trop. Ça, c'est un des passages vraiment que j'adore, parce que c'est un des trucs les plus techniques que j'ai pu voir dans le manga. À ce moment-là, il y a un flashback dans le manga de 3 cases où tu comprends que Sakuragi, un jour, on a compté sur lui et il a sauvé quelqu'un. Et ça dure, je sais pas, 4-5 cases, pas plus. Et il dit rien de plus. Et c'est pour ça qu'il se relève et qu'il dit non, on compte sur moi, je vais revenir. Et là, je l'ai pas eu celui-là, mais en même temps, ça aurait fait encore un truc héroïque de plus. C'était peut-être pas la peine. En plus, j'ai l'impression que Sakuragi il se réveille au milieu du film et que vraiment la flamme augmente, tu vois, au fur et à mesure. Au début, tu te dis ouais, il est un peu con ou autre, et vraiment tu le vois devenir de plus en plus imposant, et c'est vraiment cool. Il y a deux choses, c'est-à-dire que dès le début, il te démontre ses capacités physiques hors du commun, qui sont un peu une des bases du manga. En revanche, toute l'histoire avec Haruko. Bon, on s'en fiche. Ouais, on s'en fiche. Vraiment il n'y avait pas la place de toute façon. Le film fait déjà plus de 2 heures. Mais en t'imagines fait, si tu rajoutes ça en plus derrière.
Non, c'est pas grave. 2h45. Oui, voilà. C'est ça. En revanche, il n'y a pas le diable blanc, mais il y a un petit diable noir avec Takei. Tu vois Oui, non, mais tu vois, t'as quand même tes petites références. Et après, il y a évidemment un truc, une des raisons qui fait que que ce dernier match fonctionne aussi bien. Bon, bah ça, c'est un peu propre à tous les shonen, hein, mais c'est que, ok, les héros, les personnages principaux sont mis en avant, mais normalement les adversaires aussi. Et l'équipe de Sano dans le manga, elle est bien mise en avant, et leur backstory à eux, elles sont passionnantes, elles sont vraiment bien. Et là, tu les as pas, à part pour Eiji, je crois que c'est le seul où on explique un petit peu sa backstory qui va partir aux États-Unis, mais c'est vraiment rapide. J'avoue, ça m'a manqué aussi, mais en même temps, encore une fois, déjà 2 heures. Qu'est-ce que tu veux c'est faire? Ça. À la fin du film, j'étais content, et je me suis dit, j'aimerais tellement voir le même film, mais avec les mêmes backstories de l'équipe adverse. Ouais, mais bien sûr. C'est exactement le même film avec les mêmes actions, mais vu par l'équipe adverse jusqu'au bout et jusqu'à la toute fin du film, quoi. Ça sera the second. Ouais, bah en fait tu veux la phase B du manga, parce que tu l'as cette phase dans le manga, pas autant important que les joueurs de Shohoku, mais t'as vraiment. Non, mais sur un film de 2 heures, tu vois, j'adorerais. Oui. Ça serait vraiment vraiment stylé, ça. Moi, j'ai juste eu ma table, j'étais contente. C'est vrai qu'elle est là. Elle est cool. Très cette beau scène. moment encore. D'ailleurs, à la fin du film, devant les joueurs de Sano, j'étais assez surpris de la réaction de la salle, qui était très inattendue. Je vous laisserai regarder le film, mais je ne m'attendais pas à ce que les gens aient cette réaction joyeuse à ce moment-là. D'accord. J'étais très 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 surpris, alors que moi j'étais très touché. Je pensais que les gens aimaient un peu plus l'équipe de Sano que ça, mais je sais pas. C'est touchant quand même. Mais j'étais moi aussi. Toute l'histoire était super touchante. Ouais. Tout le déroulé, et ce qu'il y a après le match. J'étais assez étonné. Bon, alors peut-être l'ambiance générale. C'était l'euphorie de la victoire. Ouais, c'est ça. En attendant, The First Slam Dunk, il sort en France il sort au Japon, il est sorti au Japon l'année dernière. Il sort un peu dans le monde entier. Tu sais, vous savez que c'est un des 10 films les plus rentables depuis un an. Ah bah tiens, c'est très bien. Non mais voilà, dans le monde entier, c'est un des 10 films les plus rentables. C'est un truc assez fou. Et donc il sort enfin en France là cette semaine. Mais alors comment on le place dans le contexte? Est-ce que c'est un film qui est-ce que si on a mis l'animé Blue Lock, on va aimer le film Slam Dunk? Est-ce que on fait le saut de l'un à l'autre? C'est entre les générations, les époques et les médias. C'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est qu'on est quand même dans un contexte où les animés de sport ont pris beaucoup plus de place qu'il y a quelques années, et qu'on a énormément de références. C'est terminé l'époque où Olive & Tom était la seule référence du manga de sport. Là on parle de Blue Lock, mais on peut parler d'IQ, on peut parler de Kuroko Basket, et qui sont en plus des animés qui ont proposé des versions très modernisées de l'animation, et qui se sont pas contentés de faire vraiment juste on reprend les dessins et on anime. Du coup, c'est quand même, je trouve que limite, il part d'un rôle d'outsider, de dire, et on revient au manga. On n'est pas sur un deathmatch de manga comme Blue Lock, tu vois. On est sur un manga classique. Comment on fait pour dépasser? Parce que moi, j'en ai vu quelques épisodes de IQ et ça déboîte. Niveau animation, c'est vraiment assez dingue. Ils se permettent des folies vraiment, et des folies que t'as même pas forcément dans le manga. Donc, je trouve ça déjà hyper bien. Mais je me suis posé la question aussi de savoir vraiment comment Slam Dunk pouvait arriver à dépasser les animés actuels, les standards en fait, les standards des animés shonen de sport à l'heure actuelle. Moi, je sais pas, j'étais aussi très intriguée parce que, comme tu dis, enfin, moi, j'ai pas trop suivi les mangas d'animé et les mangas de sport, et donc les animés de sport. Et là, je voyais dans un film, un long métrage, tu vois, dédié à une discipline. Et je trouvais que c'était quand même un pari. Enfin, même si tu sais à qui tu vas t'adresser, parce que c'est majoritairement des gens qui connaissent Slam Dunk ou qui connaissent le manga. Mais effectivement, tu as cette partie de les gens qui s'intéressent au basket sans forcément connaître le manga ou les animés, mais déjà de se dire on va faire un film de 2 heures en animation sur un sport qui
est pas forcément non plus, qui est maintenant très populaire, mais au Japon, quand c'est sorti en 99, le basket, c'était vraiment pas du tout connu. Et on commence par la fin. Ouais, et en plus. Tout à l'heure, je vous disais que c'est un des films les plus rentables depuis un an. En fait, là, en 2023, c'est même le 13e film qui a fait le plus de recettes dans le monde. Ah ouais. Mais j'aimerais bien. Non, mais voilà, c'est devant Creed 3. C'est devant The Flash encore aujourd'hui, c'est devant Donjons et Dragons, c'est devant Scream, c'est devant Shazam, c'est devant, encore pour l'instant, devant Indiana Jones. Enfin voilà, c'est juste pour vous dire à quel pour remettre point... dans le contexte. C'est-à-dire que nous on a aimé, mais en fait le reste du monde aussi. Et le reste du Japon a aimé. Le reste du Japon. Le reste du monde. Ouais, non, c'est ça en fait. Je te parle du monde, box-office monde quoi. Donc près de 300 millions de dollars. Mais il va être encore plus riche que jamais. J'aimerais bien connaître un petit peu le budget du film et les coulisses aussi même de création de ce film. Encore une fois, là où moi les animés ça m'intéresse pas plus que ça, mais là il y a une des techniques qui a été utilisée dans ce film. Alors je dis une parce qu'il y en a eu beaucoup, mais il y a la rotoscopie et c'était un peu par ce biais là moi que le film m'avait attrapé quand il y avait les premières images. Et je me méfiais un petit peu de cette technique parce que j'avais vu la bande-annonce, j'étais là, c'est un peu bizarre, ok. Et finalement, mais c'est magnifique de voir à quel point les mouvements sont fluides. Je veux dire, moi j'ai l'habitude de regarder des matchs de basket. Là, j'ai vu des véritables joueurs de basket bouger, avoir des posings qui vraiment. Et je suis sûr que ça coûte vraiment une blinde. Même si la rotoscopie, c'est une technique qui est plutôt vieille, mais par contre, je crois que c'est très coûteux à établir. Ouais, parce qu'en fait, c'est une technique qui date des années 10. Enfin vraiment du début de l'animation on s'est très vite dit on va juste prendre les gens, prendre les images acteurs, et redessiner par dessus. Ça nous évite d'avoir à créer des grosses séquences d'animation et ça a été inventé très tôt, mais il y a eu des avancées très lentes. Oui. Il y a eu quelques exemples de films et qui ont fonctionné en rotoscopie, il n'y en a vraiment pas beaucoup. D'ailleurs, il y a un Seigneur des Anneaux, si je dis pas de bêtises, en rotoscopie qui est assez connu. Et c'était hyper intéressant de voir le rendu là sur un film et sur grand écran comme ça, de me dire là je vois des vrais joueurs de basket, je vois des vrais humains là. Mais alors je mettrais ça sur le dos de il y a un concept qui est un concept japonais d'ailleurs qui a été inventé par un roboticien japonais dans les années 70 qui s'appelle la vallée de l'étrange. Oui, la Death Valley. La fameuse vallée de l'étrange, en fait, c'est le moment où, par rapport à un robot, c'est une courbe. Vous pouvez rechercher pour voir cette courbe. On peut pas vous la montrer là tout de suite, mais vous avez une courbe sur le moment où si le robot est trop proche de l'être humain, on va trouver ça étrange. S'il est trop éloigné, on va trouver ça étrange. On va pas y croire. Donc voilà, il y a une courbe qui nous explique entre quel moment et quel moment. On va trouver ça naturel, normal, on va pas être dérangé. Le film Slam Dunk, cette rotoscopie, cette technique, je trouve qu'elle joue là-dessus. Les 10 premières minutes du film, j'étais hors du bon moment du bon moment de la courbe de la vallée de l'étrange et je suis rentré dans les bons moments de la courbe. Au bout de 10 minutes, je n'ai plus rien vu d'autre. Et ça, je trouve. T'as vu les persos. J'ai vu les persos bouger comme si c'était n'importe quel autre personnage et je trouve que ça, c'est une vraie réussite de la part de Inoue et toute son équipe technique pour réussir ça, parce qu'il y a tellement de films en 3D, en CGI qui sont horribles en fait, ou qui sont extrêmement dérangeants, qui tombent du mauvais côté de cette vallée de l'étrange. Il y a un Ultraman sur Netflix par exemple qui est super intéressant mais qui est assez dérangeant aussi à cet égard. Le Sensei, je n'en parle pas, et il y en a plein d'autres, et Netflix est assez un bon exemple de ce qu'il faut pas faire. Ils testent. Ouais, ils testent, c'est ça, je pense. Après, ils font, c'est de la CGI, c'est assisté par ordinateur, donc bien sûr. Ils font bosser les ordis, quoi. Moi, je connaissais pas cette technique. Je me souviens qu'on en avait déjà parlé de cette vallée de l'étrange lors d'une de nos émissions sur la SF. Très rapidement, hein, c'est vraiment. Mais moi, je trouve que là, pour revenir au sujet qui nous intéresse, les résultats sont incroyables. Comment dire, moi, je suis nulle en sport. C'est le truc qui m'intéresse le moins du monde. Et là, on est vraiment au cœur de l'action. On est sur le terrain avec les joueurs. Au milieu, on voit
le moindre mouvement, le moindre inflexion du muscle, enfin c'est bluffant, vraiment bluffant. Et comme tu disais, t'as l'impression d'avoir des vrais joueurs, d'être dans un vrai match, et tu oublies presque que c'est de l'animation. Puis t'as l'œil de l'artiste en plus, parce que t'as des mouvements de caméra, des choses. Oui. J'ai pas souvenir d'avoir déjà vu ça pour faire un animé de basket. Oui. J'ai pas souvenir. Pour moi, c'est vraiment unique au monde, et on voit des mouvements de caméra qui ne sortent que de la tête de Inoue, un mec ultra fan de basketball, mais ultra talentueux, et qui est un génie dans son domaine, quoi. Ah mais carrément. Alors malheureusement, je pense que la rotoscopie, c'est aussi un petit peu, elle a un petit peu quelques limites. Et même si j'ai évidemment trouvé que c'était assez incroyable sur la façon de se mouvoir, je pense que c'est une technique qui doit être très coûteuse, et du coup toutes les séquences n'ont pas vraiment le droit au même rendu magnifique dont tu parles, Julie. Et il y a des moments sur les épaules des joueurs, sur le posing, j'étais là, c'est un peu figé. C'est dommage parce que ça rentre vraiment en opposition totale avec la fluidité qu'il y a sur les autres actions, et d'un coup tu sais, ça me rappelait un peu genre ouais non, quand même, on n'est pas sur un live, c'est pas un film live, mais franchement c'est encore une fois pour chipoter. C'est vraiment, mais là des fois ils crament trop de chakra, quoi. Ouais, je pense qu'ils ont mis trop de budget sur cette séquence, faut qu'on descende un peu. Et vous savez quoi, parce qu'en fait j'ai vu le film 2 fois. Oui. Donc je me suis dit, la deuxième, je vais faire attention aux détails techniques. Là, je l'ai vu une fois avec vous, je le revois une deuxième fois. Maintenant, je vais observer les détails techniques, je vais laisser balader mes yeux là où ils ne doivent pas aller, et je vais repérer tous les petits défauts. Ouais. J'étais là, tu sais, comme un petit diablotin, quoi. Ouais. Et alors au bout de 100 minutes, j'étais dans le film. Bah ouais, t'étais dans le film. Mais moi, j'avoue qu'il y a quand même ce différentiel dans le traitement de l'histoire, du narratif, entre le match et vraiment l'histoire de Ryota, l'histoire des autres personnages, de leur background. Et là, quand t'es sur le terrain avec eux, t'es hyper hypé. Enfin, je veux dire, moi, j'étais en mode enfin, c'est le truc qui te fait tenir vraiment. Je trouve que c'était là où tu sentais vraiment l'énergie de ces moments-là, de ce sport, et que voilà, comme tu disais tout à l'heure, quand tu as vu la projection avec un public, t'es comme dans une situation de match, quoi. Alors que bon, tout le côté émotionnel ou les histoires qui habillent les personnages, j'avoue que t'as du coup une sorte de distance. T'es beaucoup moins, même si tu te retrouves finalement t'es spectateur, mais pas justement spectateur d'un match. Parce que quand t'es dans une salle où il y a un match, où il y a une rencontre sportive, il y a quelque chose dans l'air, il y a une tension que là, il a réussi à retranscrire, je trouve, notamment grâce à cette technique de rotoscopie. Et c'est de toute façon, je pense qu'il fallait aussi des phases pour aérer un peu le récit, parce que tout le match est très très intense. Toutes les actions qui se passent pendant le match, chaque panier est hyper intense. Et en vrai, je crois que c'est pas possible de faire un film qui est intense, push it to the limits pendant tout le film. Sinon, genre les crises cardiaques vont se multiplier. Donc, je suis assez d'accord avec toi. C'est que parfois, en fait, on quitte le terrain, on va sur un flashback. Le flashback est beau, mais t'es là, mais remettez-moi le terrain. En fait, j'ai envie de. Je veux ma dose. Mais je pense que c'était nécessaire de faire des petites respirations comme ça. Sinon on tient The First Slam Dunk, c'est partout au cinéma en France. Enfin, partout. J'ai pas le nombre de copies exactes, donc il va falloir un petit peu vérifier ça cet été. J'espère que sur les lieux de vacances, il est suffisamment très 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 bien distribué. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va partir un petit peu en vacances aussi, sûrement pour voir The First Slam Dunk. Et puis surtout, là, dans quelques instants, on va parler de la toute fin du film. Donc, la fin du fin. On se dit bonnes vacances maintenant pour ceux qui n'ont pas vu le film, qui sont restés avec nous jusqu'ici. Et maintenant, on va vraiment spoiler totalement. On va parler de la fin, on va faire comme si vous aviez vu ce film. Donc on vous souhaite déjà des super vacances pour cet été. On se retrouvera fin août, début septembre. On n'a pas encore la date précise, mais on va se prendre un petit mois de vacances. Déjà, je dois réparer mon ordinateur.
Bah ouais. Ah bah ouais. Non, mais vous vous rendez pas compte C'est ça tes à grandes quel point vacances. c'est super technique. Puis t'as ton potager, tu leur as parlé de ton potager? Non, Non, j'ai pas des... beaucoup, hein, Alors j'ai des effectivement. concombres japonais, j'ai de l'aubergine Oh japonaise. non, mais pourquoi cette tu l'as année. lancé là-dessus? Parce que je veux que les auditeurs sachent qu'on est avec un psycho et que si jamais un jour on nous retrouve pas, bah tournez-vous du côté de Maxime. Et s'il de vous son plaît. potager. Et de son potager. Mon shiso vert, il Ah, a bah, une son shiso forme. vert, attends. Ah, j'en veux. Il a une forme. Et alors j'ai du myoga aussi, c'est du gingembre japonais. Ah, très bien ça. Il pousse super bien. Mais alors j'attends les fleurs là pour la fin de l'été. Bref, donc tu me lances là-dessus. Tu sais que je suis Bah oui, intarissable je sais. à ce sujet. J'avais Je me envie suis de acheté, respirer un je peu. me suis acheté un yuzu. Ah. Et alors vous savez que les feuilles de yuzu Vous savez que c'est un citron. déjà. Et alors, Un agrume. c'est un agrume effectivement. C'est une sorte de citron. Les feuilles de yuzu, on en cueille 2 sur son arbre. Oui. On les fait infuser dans l'eau chaude, ça fait une tisane délicieuse. Ah, Voilà. c'est bien ça. 10 minutes, un quart d'heure. Voilà. Achetez des yuzu pour chez J'ai vous. aucune confiance en tes tisanes. La dernière fois, t'as bu quoi comme tisane? Au fenouil. Au fenouil, mon pote. C'était dégueulasse. Ça puait, ça. Les Ça tisanes doit pas être au considéré comme fenouil une sont tisane, ça. délicieuses. Voilà, maintenant que vous êtes bien restés avec Là, nous on est- jusqu'à ce Ouais, moment-là. on On a est tout- sûr que normalement voilà. tout le monde a raccroché. Là, tout le L'odeur monde du a mis fenouil stop. a dissipé tout le monde. On est entre nous là. Voilà. On vous remercie, on vous souhaite de très bonnes vacances. Et maintenant, on parle de la fin donc du film Slam Dunk, la dernière séquence. La dernière séquence. Bon, bah alors là, on a le ventre un peu tout retourné, on a le cœur qui bat vite, on est dans la dernière séquence quoi. Bah c'est ça, c'est sûrement la séquence la plus marquante du manga. Moi je sais que je vous en avais déjà parlé dans le sens où j'ai jamais trop su comment on pouvait aborder le manga Slam Dunk dans son entièreté dans une émission. Donc à un moment je vous avais proposé qu'on fasse juste la dernière séquence, mais c'était un peu short pour faire une émission d'1 heure quand même dessus. C'est qu'on aurait trouvé, hein, j'aurais pu parler de mon potager en même temps. Oui, voilà, mais c'est vrai que c'est vrai que c'est un moment qui dans le manga c'est un moment qui est gravé, c'est un moment qui est figé dans le temps et c'est un chapitre qui est entièrement muet, c'est la dernière possession du match, la tension est à son comble et son adaptation. Mais elle est vraiment magnifique quoi. Là tu sens que pour le coup ils ont mis tout le monde. C'est vraiment tout le monde va bosser sur cette dernière séquence. On y a va du se budget donner à fond là. Il y a clairement du budget. Tu disais, à des moments, tu voyais effectivement qu'on a mis un petit peu moins de temps sur tel ou tel moment. C'est vrai que sur un film d'animation, tu peux le voir un peu plus vite que sur un long métrage où on peut jouer sur le montage, où on peut tricher. Le plan. Dans l'animation aussi, on peut tricher, mais pas autant que sur du live action. Et alors là, ouais, tu vois qu'il y a du blé sur toute la séquence, mais tu vois qu'elle a été, on dirait que tout le film a été pensé pour qu'on en arrive là. Oui, et en même temps, en tant que lecteur de Slam Dunk, t'es là pour ça. Ouais. T'es pas là que pour ça, mais tu te dis comment ils vont faire pour pas se louper. Comment ils vont faire ça, comment ils vont lancer ça. Bah, le fait de le mettre en muet était une super C'était idée. évidemment, Ouais. sachant que le film est très bruyant. Quand je dis très bruyant, c'est pas de manière négative, c'est qu'il y a une OST de fou. Il y a du rock à balle pendant tout le film, ça gueule et tout, c'est vraiment. Et là, hop, c'est évanescent. En fait, j'ai ressenti exactement la même chose que pendant mes nombreuses rélectures de ce dernier chapitre, parce que je suis un peu obsessionnel. Ce dernier chapitre, moi, il m'obsède depuis des années. J'aime le relire, le repasser pour comprendre comment ça se fait que je ressente ça. Ben là, j'ai ressenti exactement la même chose. C'était un instantané, un moment figé. Et même si je savais ce qu'allait se passer, j'étais en tension, mais extrême, quoi. Alors, j'ai une question pour vous. Dans le manga, Shogoku gagne ce match. Est-ce que pendant le film, vous vous êtes demandé si Sano n'allait pas gagner le match ? Moi, je me suis vraiment posé la question. Pour moi, c'était impossible parce que le dernier panier fait que tu sais, ça scelle l'amitié entre Rukawa et Sakuragi. Ouais, c'est bien compliqué sûr. de passer à côté de ça. Je suis d'accord, mais est-ce que Ah, tu t'es demandé. non, mais en fait, en plus dans le basket, on sait très bien que il y a 1 million de règles qu'on peut qu'on connaît pas toujours en plus. Ils auraient pu faire des fautes. Ils C'est auraient les pu fins de match relou du basket où ils font des fautes tout le temps. C'est là. ça, le match qui dure avec que des lancers francs à la fin. Mais en fait, je me suis posé plein de questions. Je me suis même dit, tiens, est-ce que ils vont pas dire, on a décalé de 1 millième de seconde à la fin du match et donc du coup le panier n'est pas. Oh non. Enfin, tout était possible. Ouais, mais non. t'imagines, même sur la fin, tu pouvais garder cette séquence. Tu pouvais garder le moment, la passe, Rukawa, Sakuragi, le panier. Tu pouvais tout garder, mais sans faire donner rater, le point.
Mais j'aurais été choqué. Ouais, j'aurais vraiment, si ça avait terminé là, comme ça. Tu renverses le truc là. Ah, mais non, mais même pas. ciné. Mais en fait, Maxime, t'as pas tort. Ça aurait peut-être été un choc encore plus grand. Ouais. Et pas forcément de manière négative. Parce que moi, au final de ce match, je m'en fous un peu de qui gagne, que ça soit Sano ou Shoku. Ce que je veux, c'est quelque chose d'intense. Et là, ça aurait brisé les rêves. Mais tous ces enfants là qui étaient dans la salle de cinéma avec toi, je pense que. Il y aurait une chialade généralisée. Mais il chialait déjà en fait, c'est à ce moment-là où le petit à côté de moi disait à son frère je veux pas regarder, est-ce qu'il a mis le panier, est-ce qu'ils ont gagné, et là t'as tout le monde qui hurle, il fait oui c'est bon. Et c'était le coup de sifflet final de la Coupe du Monde. S'il y a eu autant de bruit que quand j'étais dans un bar en 2018 quoi. C'était un truc de fou quoi. Ce final, ce point, cette dernière séquence avec le silence, et donc les gens n'ont pas réussi à se taire sur le. Compliqué. Mais parce qu'ils étaient trop sous tension. Oui, c'est compliqué. Bah moi, je trouvais que c'était plutôt au contraire, t'avais du mal à respirer, t'es un peu opprimé, tu dis où est-ce qu'il est l'air, parce que c'est ça. Le son, c'est l'air. Je trouve qu'il y a cette soupape de se dire s'il y a du son, c'est qu'il y a de l'air. Et là, le fait que ça soit comme ça maintenu sous cloche, c'est hyper oppressant. Tu te dis mon Dieu, le temps n'en finit pas. ça s'étire, ça s'étire, et c'est exactement comme dans le manga effectivement où ça en devient presque douloureux. T'as envie de dire mais allez, donne-moi la suite, que je puisse enfin me remettre à respirer normalement. Et puis cette dernière séquence, elle est effectivement, comme on dit, elle est montée à peu près de la même manière que dans le manga. Même, c'est les mêmes plans, hein, c'est vraiment les mêmes plans. Ça reste assez fidèle, à part cette histoire de Ryota. Finalement, ça reste assez fidèle. Ça reste hyper fidèle. Et puis là, je sais pas si c'est très intelligent de spoiler ce dernier truc, mais au dernier panier. Il y a, en fait, je l'ai ressenti exactement la même chose qu'au début du manga, au début de l'animé, quand il dessine, il crayonne les personnages. C'est comme s'il faisait son exact opposé à la fin. Et encore une fois, en tant que lecteur du manga papier, je me suis encore senti caressé dans le sens du poil, quoi. Genre vraiment, bon garçon. Bon garçon. Le film animé, il est bien et tout. Mais je vais te faire une dédicace à toi, le lecteur de manga, tu vois. Et elle est vraiment magnifique. Et puis là, moi, je l'ai pas réussi à tenir, hein, ça a chialé, c'est tombé direct. Je me retenais depuis trop longtemps déjà, de toute façon. Et j'étais vraiment curieux quand j'ai vu effectivement. Donc après, il y a cette dernière séquence. On voit Sano qui repart dans les vestiaires, tête baissée. On voit le meneur adverse qui cogne le mur, qui se met à pleurer parce qu'il a perdu ce match, ils sont éliminés. C'est Sano, c'est quand même la meilleure équipe c'est l'équipe numéro 1. Et en même temps, c'est ça, le pouvoir de la défaite. Et moi, j'adore le fait que ça entre en résonance avec cette séquence où tu le vois faire une prière. Donnez-moi quelque chose à apprendre, parce que le mec il se croit déjà au sommet du truc. C'est pour ça que son arc il est hyper intéressant. C'est génial, enfin, franchement. Et quand tu vois le film, c'est là où je me dis qu'effectivement une version B, une B-side pourrait fonctionner aussi. Et j'étais surpris de voir des gens donc rigoler. Ah bon? J'ai pas compris pourquoi les gens rigolaient de genre parce qu'il a perdu. Ouais. Ah d'accord. Ok, réaction intéressante. Après les réactions dans les cinémas, elles sont toujours un peu bizarres. Oui, mais du coup c'est peut-être aussi le côté soupape, tu vois, d'être soulagé de voir les gentils gagner. J'étais vraiment pris, alors que je le savais en plus, je le savais pour le manga, je le savais pour le film, je l'avais déjà vu, et j'ai vu les gens rire et je me pourquoi on rigole pas quand les gens pleurent, parce que c'est vrai que normalement là on a un peu de compassion pour lui, et en même temps on sait que c'est une très bonne chose dans le cas dans son cas, c'est une très bonne chose qu'il ait perdu en fait, et que techniquement ça va le faire grandir plus. Donc non, il y a pas d'intention de bout, il est nul en fait, il a perdu contre un débutant comme Sakuragi, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que dans la fin du manga, après ce match, donc il y a tout ça. Et ensuite, c'était une séquence où ils se mettent tous il y a une double page comme ça, où ils font une photo. Ouais. Et t'as le narrateur qui dit cette photo aurait dû servir pour la couverture du magazine machin.
Mais en fait, ils se sont fait défoncer au match C'est ça, d'après. ouais, c'est Donc, ça. Et ça, c'est elle c'est dans n'aurait le jamais manga. été publiée. Ça, c'est dans le manga. C'est Il dans n'y a le pas ça manga. dans le Ouais. film. Non. Il y a vraiment ce truc de je prends la photo, vous serez en une demain, Ouais. et non, ils se font éliminer parce que ça y est, ils sont crevés, ils en. Ah ouais, bien non, sûr. ils sont peuvent au plus. bout de leur vie. Mais moi, j'ai. Et ça aussi, c'est très réaliste au final, tu vois. Ils ont fait le match de leur vie. Ouais, voilà. Et derrière, ils ont plus de Pour le vue, manga. Alors Ouais. que dans le film, on boucle l'histoire de Ryota par Oui. laquelle on Oui. commence sur la même plage d'ailleurs. Non, mais après, il y a la plage. Mais après, il y a encore le. Et ensuite, Il y a aux Et là, US, c'est il pour y a le un- coup. il y moi, a je un sais pas. épilogue. Et là, je me suis dit, mais grosse surprise. Enfin, qu'est-ce qu'il fait là, le garçon, tu vois Ah bah, c'était là, pour le coup, vraiment- il est pas censé être là. Ah oui, oui. Il est pas censé être là. Et là, pour le coup, j'ai fait belle liberté. Bah, épilogue, ouais, avec les Ouais. deux meneurs des deux Ouais. équipes qui se retrouvent face à face des années Aux plus tard. États-Unis. On sait pas combien de temps après. On est, je me souviens plus des maillots. On est plutôt en universitaire là, je crois. Hein. Non, On est j'avais pas en l'impression pro, que hein. c'était la B-League, enfin tu sais, les ligues inférieures Ah, ok. de NBA où on envoie les débutants pour après qu'ils arrivent en NBA. Mais c'était pas très précisé. Oui, c'est pas précisé. Je me suis Non, demandé non. si c'était pas de la NCAA ou Ouais, peut-être. En vrai, peut-être. Oh là peut-être là. une B-League, une Summer League ou Mais je ne c'est- sais quoi. c'est- Mais ouais. Ça aussi, effectivement, c'est une adaptation nécessaire au film parce que normalement, ce passage dans le manga, tu vois plus ce qui arrive. Bah, tu À vois Sakuragi Sakuragi, qui est en à Rukawa, rééducation. ouais. Tu vois Rukawa qui, a priori, joue en équipe nationale. Et là, putain, il en a rien à foutre. Tu sais, c'est pas ça qu'il nous raconte, tu vois. Non, mais Rukawa, on en a rien à foutre de. Non, Oh, mais alors ça, non. j'étais déçue. Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de biscuits, tu vois? Et en fait, Rukawa, c'est le poseur beau gosse que tout le monde aime. oui, Et oui. là, il a dit. Ouais, bah il en a trop eu, ça Ouais, va. il en a trop Oh. eu. C'est vrai qu'il lui a retiré un truc. Rukawa est un personnage très drôle dans le manga parce que Oui. en fait il est aussi bête que Sakuragi et c'est pour ça qu'ils s'entendent pas. Là on a un petit peu expulsé ce côté drôle bébête. Il est juste overstylé. Voilà, il a ses passages où il va mettre ses paniers et quand il les met. Et de toute façon il y a cette notion de Rukawa a fait une passe. Ah oui. Tu vois, ça c'était hyper fidèle au manga, tu vois, je trouvais genre ouais, effectivement, tu sais, dans le manga t'as vraiment quelqu'un qui dit bah je comprends pas, qu'est-ce qu'il y a de spécial, c'est un joueur qui a fait qui a fait une passe à un membre de son équipe et t'as vraiment un gars qui lui explique genre non, tu comprends pas, Rukawa fait pas de passe normalement. Je trouvais que c'était fidèle quand même Oui, de le ça de le c'était garder. drôle. Mais moi je sais pas, j'avais gardé, je m'étais dit peut-être qu'on aura un peu plus déjà qu'il s'exprime un peu plus. Effectivement, tous les côtés drôles ont sauté. Bon, Ouais, voilà. c'était- Mais non, Mitsui, c'était super émouvant. Mitsui, aussi. moi ça a été mon arc, Franchement, oh là mais c'est là. déjà mon arc préféré dans le manga, c'est celui de Mitsui, mais, vraiment. mais finalement, ça reste quoi. Enfin, tu vois, quand j'y repense, là, je me dis. Et puis là quand encore, même, la l'animation classe. sur Ouais. ces tirs à 3 points, mais c'est tellement beau, c'est vraiment. Le geste. Et le bruit. geste est Oh, il est magnifique. super. Le pire, c'est que les cadres sont ceux du manga, vraiment. Et pourtant, c'est super fluide. Enfin, moi, je les attendais vraiment au tournant sur le perso de Mitsui. Et ils en m'ont plus, régalé. Là, tu as le son Ouais. qui est Ouais. de la balle qui passe dans le panier, c'est trop bien. Et Kogure qui apparaît. Ouais, Oui, bon. oui. Il fait À un coucou. moment donné, il a un t-shirt avec écrit Glasses dessus. Normalement, il. Ça m'a fait rire qu'il ait un t-shirt avec écrit lunettes, quoi. Normalement, il a La un panier binocle. dans le match. Normalement, il a Ouais. un panier, mais bon, là, il a pas eu le temps. Oui, c'est vrai. Et là, il a pas son. Franchement, ça coûtait quoi de lui filer un panier, quoi? Bah, parce que c'est un tu sais panier pas, hein. qui. ça coûtait peut-être 15 minutes de film. Mais c'est justement, en fait, lui il est imbriqué dans l'histoire de Mitsui. C'est Oui, parce que justement c'est Mitsui vrai. n'y croit plus trop et il commence à se dire ah oui mais je peux faire confiance aux autres aussi. Bah, Kogure il vient, il met son panier, il ressort, voilà c'est bon. Mais il aurait. Allez, 5 minutes, quoi, sur lui. 5 minutes c'est compliqué là. Ouais, C'est chaque bon, ok. minute compte hein, dans le manga. Non, c'est vrai, dans Et dans le un match. film comme ça. Et dans le match. Je suis d'accord. Mais je suis sûr qu'Inoue y a pensé. Bah oui. Oui. Mais de toute façon il est là, il est sur le banc. Je suis sûr qu'il y a un Ouais. final cut, tu sais, avec, Et le producteur exécutif, il avait avec non. une demi-heure de plus. Et cette demi-heure est sur Elle est Ce sera dans les Kogure. bonus DVD. Voilà. Et ils ont peut-être pas animé. Non, mais c'est au moins une version storyboard. Moi, vas-y, je le prends. Ouais. Juste sur une version board ou quoi. Mais d'ailleurs Ça, j'ai ça cru pourrait être comprendre stylé. qu'ils allaient sortir un artbook du film. Tout à fait, il y a le Ah. artbook du film qui va sortir aux éditions Kana Kana, cette ouais, année. c'est Kana. Exactement. Qui d'ailleurs vient d'annoncer l'édition deluxe du manga. Depuis le temps qu'elle était attendue, c'est un truc de malade. Sans frise. Sans frise, sans rien. La vraie édition, la même qu'au Japon. Wow. L'édition que D'accord. tout le monde chouine pour avoir. Exactement. Oh là là. Donc voilà, ça c'est stylé. Voilà, ça c'est dit. Peut-être que justement ça me ferait me dire ok je vais revendre les anciennes si maintenant c'est la grand format.
Ouais, j'avoue, pourquoi pas. Bah déjà le artbook il était quand même vraiment stylé. Le dernier artbook est sorti il y a 2 ans maintenant, si je dis pas de bêtises. Oh, je sais pas. Puis voilà, donc le artbook du film, et puis ce film qui sortira aussi en DVD, en Blu-ray tôt ou tard. En tout cas, pour l'instant, il est au cinéma. On vous remercie de nous avoir écoutés. Normalement, si vous en êtes là dans l'émission, vous avez tout écouté. Vous avez déjà vu le film. Et vous êtes en train de tester un thé à la... Au fenouil. Fenouil Alors, slash yuzu. Dégueulasse. Là, comme on vous laisse pendant un mois, je vous donne quelques conseils. Le shiso rouge, c'est plein soleil. Le shiso vert, c'est mi-ombre. Vous avez un petit si vous avez un cerisier par exemple dans le jardin, un merisier même, tu vois, le cerisier des oiseaux. Voilà, à l'ombre. D'accord. À l'ombre du cerisier ou à l'ombre, je sais pas, vous avez des framboisiers, des groseilliers, des trucs qui font un peu de feuilles comme ça. C'est pas le nom d'un isekai ça? À l'ombre du framboisier. À demi-ombre. Je me suis transformée en le myoga c'est pareil, c'est mi-ombre. Oh là là, ça y est, c'est parti. Mais le concombre, c'est plein soleil. Ah, bien sûr. Ah bah attends. Le concombre, c'est toujours plein soleil. Évidemment. Ah bah oui. Clairement. Voilà, vous avez tous mes conseils potager sur ma chaîne YouTube. Le potager de la 5e. Le potager de Max. Oh là là. Oui, c'est faux. De coup, c'est faux. Ne cherchez pas. Il y a plein d'autres gens qui font des potagers. C'est principalement ceux qui vivent dans le sud et qui font des vidéos sur leur potager. Bizarrement. C'est pas quand t'es à Paris sur un mini balcon tout pourri. Ça me gêne que tu conseilles aux gens d'aller voir des youtubeurs. Je leur conseille pas, je leur dis que c'est des gens du sud. Parce que très rapidement on arrive sur les crudivores, les mouvements sectaires, les trucs comme ça. Ah non mais toi tu vois trop loin là. Pas envie stop. Tu vois beaucoup trop loin alors qu'on a la chaîne ASMR de la 5e de couve, 5e de couve ASMR. Comme ça. Non. Ne cherchez pas, elle n'existe pas non plus. Qu'est-ce qui n'existe pas il y a beaucoup de chaînes manga de la 5e de couve qui n'existent pas. Bien sûr. Ouais. Donc des n'hésitez univers pas parallèles qu'on est en train de créer. Exactement. N'hésitez pas à aller chercher toutes ces chaînes. Bon mois d'août. Merci de nous avoir suivis jusque-là. On se retrouve à la rentrée avec plein de choses à annoncer dans tous les sens. Ouais, je suis bien en retard, moi. Ouais, non, mais c'est super. On a plein de nouvelles. Lectures, ouais. Plein de lectures, plein de nouvelles, plein de trucs. On va parler d'Akane Banashi, bien évidemment, à la rentrée, mais on parlera de plein d'autres choses. On vous remercie de nous avoir suivis cette saison encore. On vous souhaite un très bon été et on se retrouve à la rentrée. Salut, merci, ciao. Merci. Salut.